Bonjour à tout le monde, je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue à un webinaire sur la personnalisation des campagnes email. Je vais y arriver. Moi, je m'appelle Aneta Ozielinska et je suis en chef de projet chez Actito France. Actito, c'est un suite de logiciels de marketing automation. On existe depuis 16 ans sur le marché en France, Belgique et Pays-Bas. On est arrivé déjà à avoir plus que 200 clients. Donc ça, c'était juste pour vous introduire d'où je viens. Non, tu peux pas parce que... Pardon. Pardon, c'était une petite entre parenthèses techniques. Donc voici les sujets qu'on va aujourd'hui aborder. Donc tout d'abord, on va partir d'un constat sur la personnalisation des emails. On va parler de différentes possibilités pour le testing et comment on peut mesurer les ROI sur les campagnes personnalisées. Je vais vous présenter les différents types de personnalisation avec les exemples, les use cases des clients Actito et aussi d'autres entreprises. Et je vais finir avec les 10 conseils d'Actito sur la personnalisation des emails. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je vais essayer d'y répondre soit pendant la présentation, soit tout à la fin. Un peu. Donc les constats duquel je voulais partir, on voit souvent cette phrase dans les différents articles sur le sujet de la personnalisation. On dit souvent que c'est toujours mieux d'envoyer les campagnes marketing personnalisées que les campagnes génériques. Alors dans cette présentation aujourd'hui, je vais essayer de remettre en question ce constat, de vraiment répondre est-ce que c'est vraiment mieux de personnaliser et si oui, dans quel cas? Je vais partir d'une équation de la personnalisation, justement pour répondre à ce constat. Pour moi, il faut personnaliser uniquement si on arrive à faire le bénéfice sur la personnalisation. Dans les bénéfices, c'est une somme de ROI financier sur la campagne personnalisée et aussi la gain sur la marque, l'image de marque de l'entreprise. Dans les ROI financiers, évidemment, on a l'intérêt à toujours augmenter les chiffres d'affaires tout en diminuant les différents types de coûts. Je fais la différence ici entre un coût direct et indirect. On va parler tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, les coûts directs, c'est évidemment le temps à passer pour à la fois créer les contenus personnalisés, mais aussi de programmer la diffusion de ces contenus par rapport à un bon cible, à une bonne personne. À part de ça, on a aussi un coût indirect. Ce coût il est lié à un risque d'intrusion des personnes qui reçoivent le contenu personnalisé. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Après avoir vu cette équation, je me dis la personnalisation ne devrait pas être une fin en soi. On devrait personnaliser les campagnes uniquement si on assure qu'on va augmenter les chiffres d'affaires tout en diminuant les différents coûts. Parlons plus de ces coûts indirects. Nous avons observé sur les différents cas de campagnes personnalisées qui sont partis d'Actito ou alors sur lesquels on a lu sur les différents articles de marché, qu'il y a certains types de personnes, de clients, de prospects, qui sont effectivement sensibles à la personnalisation, c'est-à-dire les campagnes marketing personnalisées qui sont envoyées sur ce segment, elles apportent visiblement plus de chiffre d'affaires par rapport aux campagnes génériques. Par contre, il existe aussi des segments de personnes qui sont complètement insensibles, c'est-à-dire n'importe si on envoie une campagne personnalisée ou générique, ils vont réagir de la même façon. Donc, on n'aura pas ni de taux de clic plus élevé dans le cas de emailing, ni de chiffre d'affaires qui va derrière, qui va être plus élevé. Donc, le premier constat, il faut être conscient qu'il y a des différents types de clients. Ce n'est pas encore très grave si on arrive à avoir des segments insensibles à la personnalisation dans la base de données. Ce qui est un vrai risque et qui est directement lié à ce coût indirect,
ce sont des segments de personnes qui ne sont pas uniquement insensibles à la personnalisation, mais qui le prennent négativement. C'est-à-dire, les personnes qui reçoivent une campagne fortement personnalisée, elles se sentent un peu fliquées, qu'on connaît trop d'informations sur eux, surtout comment on a réussi à avoir toutes ces informations. Les statistiques, ils parlent, ils nous disent qu'il y a plus que 60 personnes qui préfèrent de recevoir des campagnes personnalisées. Par contre, plus que 80% des personnes, ils n'aiment pas partager les informations personnelles avec les entreprises. Donc, c'est un grand paradoxe et il faut être conscient de cela. Maintenant, comment on peut choisir finalement, est-ce qu'on envoie les campagnes personnalisées et à qui? Mon conseil, c'est de faire les tests. Je ne vais pas vous donner des recettes magiques pour vous dire il faut envoyer 30% des emails personnalisés, la reste non personnalisés à telle et telle heure. Ces genres d'indications, elles n'existaient pas. Il faut toujours faire les tests. Pourquoi? Parce que chaque business, il est très différent, chaque client, il est différent, et en plus, les clients, ils ont des différents types de relations avec les différentes marques. Donc, il n'existe pas des recettes d'or qu'on pourrait appliquer partout. Il est indispensable de faire les tests. Comment on peut faire ces tests? Sur le contenu. Donc, un exemple classique, comme on peut voir quel type de personnalisation et quel type de contenu fonctionne mieux pour quel type de segment. Enfin, un contenu A, contenu B, ça peut être même dans le cadre de même campagne. On observe les différents KPI basés sur les différents contenus. Donc là, par exemple, un exemple, quelle couleur marche mieux pour ces segments-là? Est-ce que c'est du rouge ou est-ce que c'est du violet? On regarde les taux de clics, où c'est visiblement plus élevé. On peut prendre première conclusion que ce segment-là il est plus sensible pour le rouge. Deuxième type de test, c'est quand on parle pas uniquement de A/B testing, mais de ABCD testing. On teste 4 différents contenus avec 4 différents types de personnalisation sur les différents segments. On répartit les envois selon les segments et on observe les différents taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion, etc. pour finalement décider quel type de personnalisation marche ou pas pour les différents segments. On pourra très bien imaginer un test A avec une communication fortement personnalisée, un contenu B avec du contenu pas du tout personnalisé, et contenu C avec le contenu personnalisé, mais autrement que contenu A. Déjà, les résultats de tel test nous vont dire beaucoup sur les différents segments de notre base. Troisième exemple, qui est peut-être moins évident, nous avons constaté que pour la plupart des business, les personnes, ils changent leur attitude pour la personnalisation en fonction de la durée de la relation avec la marque. Un exemple très simple, j'arrive pour la première fois sur un site e-commerce, je commence à regarder les produits. Tout de suite après, je reçois un email. Bonjour, Annetta qui habite à telle et telle rue, qui a visité ce site-là à telle et telle heure, qui a regardé tous ces produits. Vraiment beaucoup d'informations très personnelles sur moi. Je les reçois tout de suite après avoir visité les sites pour la première fois. Je peux me sentir un peu attaquée. Comment c'est possible que déjà cette entreprise il a réussi à collecter autant d'informations sur moi et pourquoi il s'affiche avec toutes ces informations tout de suite? Le risque de coût indirect est assez élevé dans ce cas-là. Après, on peut imaginer très bien, si j'ai une relation longue durée avec une marque, je suis un client d'une banque depuis 10 ans déjà, je sais très bien qu'ils ont un tas d'informations sur moi. S'ils m'envoient un email avec des informations personnalisées de ces gens, c'est moins probable que je vais me sentir attaquée que dans le premier exemple.
évidemment, ce sont juste des exemples. Encore une fois, on ne peut pas donner une recette pour toutes les business et de dire que ça va fonctionner de la même façon pour toutes les marques. Moi-même, j'ai entendu parler d'un cas où justement c'était Anvers. Il y avait une entreprise qui a constaté que les clients avec lesquels ils ont une relation de longue durée sont beaucoup moins sensibles à la communication personnalisée que ceux qui sont des prospects ou ils sont tout au début de les relations. Pourquoi? C'est une autre question. Après, c'est un constat basé sur les tests de chiffre d'affaires sur la campagne personnalisée à différents stades de cette relation. Et voici mon conseil encore une fois, testez, regardez quel type de personnalisation marche mieux pour les clients à différents stades de la relation avec vos marques. Pourquoi on fait ces tests finalement? Pour les analyser et pour créer les différents segments intelligents de profil de vos prospects clients pour par la suite choisir la personnalisation qui est plus en plus adaptée et qui vous apporte plus en plus de chiffres d'affaires. Un exemple sympa de comment on peut créer les segments intelligents basés sur la personnalisation. Voici un cas d'un site internet pour la planification de mariage. Ils ont une idée de commencer à envoyer les campagnes fortement personnalisées basées notamment sur la date de mariage. Ils ont constaté que il y a un risque potentiel qui est assez élevé de envoyer des campagnes du type les jours J s'approchent, préparez-vous pour le grand mariage aux personnes qui vont pas du tout se marier parce qu'ils ont juste allé sur le site pour organiser un mariage pour quelqu'un d'autre. Une fois ils ont détecté que les différents segments de leurs clients peuvent exister, ils ont décidé avant de commencer à envoyer les campagnes personnalisées et de risquer ces coûts en direct, de faire une campagne, de segmenter ces profils. La campagne a été très simple, il y avait juste des grands boutons avec une question, est-ce que tu organises ta propre mariage ou un mariage d'un ami? Les personnes, ils ont cliqué à gauche à droite en fonction de ces clics. L'entreprise a réussi à segmenter intelligemment leur base de données pour ensuite pouvoir envoyer les campagnes personnalisées. Donc maintenant, quand on a fait tous ces tests, on a fait des segments intelligents, on a pris des conclusions, est-ce qu'il faut personnaliser ou pas. Le troisième point, c'est comment on peut finalement personnaliser nos campagnes email. Donc maintenant, on va parler un peu plus en détail des différents use cases et différentes tendances et innovations des marchés en termes de personnalisation. Le premier niveau de personnalisation que je voulais aborder aujourd'hui, c'est peut-être le moins évident par rapport aux autres dont on va parler tout à l'heure, c'est le choix de canal de communication et de timing d'envoi. Déjà, le choix, est-ce que j'envoie un email à telle et telle heure via email ou SMS? C'est déjà un premier niveau de personnalisation. Pourquoi? Parce que je m'adapte aux habitudes de mes clients et je exploite les informations sur leurs habitudes. Un exemple assez intéressant, comment on peut utiliser les données géolocalisées et de météo pour personnaliser. Imaginons une chaîne de café qui sait dire où ils se trouvent leurs clients. Est-ce qu'ils se trouvent près d'un de leurs cafés? Ou en plus, ils savent dire est-ce qu'il fait beau ou pas dans cet endroit. En combinant ces deux informations, on peut imaginer un message très sympa. Est-ce que vous avez envie de prendre quelque chose chaud à boire? Rien de plus simple. Il y a notre café qui est juste à côté de où vous vous retrouvez. Un exemple assez sympa, comment on peut utiliser ces différents types de données pour personnaliser les campagnes. Un constat que je fais après avoir regardé les différents cas clients, les données météo, ils peuvent être utilisés
dans n'importe quel type de business. On entend souvent, oui, c'est sympa, c'est très innovatif, mais pour mon business, je ne sais pas utiliser les données météo, ça n'a rien à voir. Alors que si, il suffit un peu de créativité, on peut imaginer que pour n'importe quel business, on peut les utiliser. Un exemple, on avait un client où on n'imaginait pas facilement qu'il va chercher pour les idées innovatrices pour personnaliser, parce que c'est une chaîne de boucherie. Cette chaîne de boucherie allait un peu au contrario de ce qu'on supposerait. Et il s'est dit, on va utiliser les données météo pour faire une campagne très sympa. Qu'est-ce que c'était? C'était une invitation pour faire le barbecue pour les personnes qui se trouvaient dans les endroits où il faisait beau les jours d'année. Donc, venez acheter de la viande pour le barbecue chez nous et profitez du bon temps. Deuxième niveau de personnalisation, plus peut-être ce qui vous parle un peu plus, c'est le choix de contenu. Donc, après avoir segmenté la base de données, on peut, avec les ciblages relativement simples, personnaliser les contenus du type, par exemple, le contenu adapté pour les femmes, pour les hommes, pour les personnes âgées, pour les personnes jeunes, pour les femmes élégantes, pour les femmes sportives, etc. Les segmentations relativement simples qui peuvent déjà vous donner une information pour faire une personnalisation assez intéressante. À ce niveau-là, on parle du marketing one-to-few, c'est-à-dire on choisit un contenu pour plusieurs personnes qui sont regroupées dans un segment donné. Un exemple, Dropbox, il exploite dans cette façon très souvent leur base de données. En se basant sur les données, sur l'utilisation de leurs produits, ils savent segmenter les personnes. Par exemple, est-ce qu'ils utilisent 0% de leur espace sur Dropbox, 50% ou 100%. La segmentation très simple est très disponible finalement pour Dropbox. En se basant sur ça, il envoie des différentes campagnes avec une incitation d'utiliser plus pour les personnes qui n'utilisent pas énormément d'espace, ou bien les incitations pour passer à un produit pro pour les personnes qui utilisent justement beaucoup d'espace dans les Dropbox. Une personnalisation assez simple, mais avec un peu de créativité, peut apporter des résultats importants en termes de chiffre d'affaires. Troisième niveau de personnalisation peut-être le plus complexe, c'est la personnalisation one-to-one, c'est-à-dire on choisit un contenu pour une personne donnée. Donc, on ne se base pas uniquement sur les segments, mais sur à la fois les données signalétiques qui sont liées à une personne donnée, mais aussi à à ses habitudes, son parcours, par exemple sur le site web, quel site il a visité, quel produit il a regardé, qu'est-ce qu'il a mis dans son panier, à quel moment il l'a abandonné, etc., etc. On a aujourd'hui, dans la plupart des business qui sont basés sur e-commerce, on a vraiment une énorme richesse des informations de ce type. Il ne reste qu'à les utiliser pour personnaliser de la façon intelligente. Les exemples, commençons par les exemples très classiques, mais finalement, il y a encore très peu d'entreprises qui l'utilisent. Les personnalisations basées sur à la fois données sur le code postal de personnes. Donc, pour les personnes qui viennent de Lyon, on va afficher les informations sur le concessionnaire qui est à Lyon, sur le numéro de téléphone local, sur les adresses locaux, mais aussi les données qui sont très, très liées à une personne et qui appartient finalement qu'à une personne donnée, comme les points de fidélité utilisés qui restent à consommer, etc. Donc, un exemple comment on peut personnaliser les emails vraiment dans cette approche one-to-one. Deuxième, un peu plus innovatif de Spotify. Spotify, il a allé un peu plus loin sur cette idée de gestionnaire personnel de la personne.
Il a analysé les chansons que les personnes ils ont écoutées sur leurs applications et ils ont envoyé des campagnes fortement personnalisées basées sur ces informations. Ils auraient pu faire une campagne très simple en disant vous avez écouté telle et telle chanson, c'est bien, écoutez les autres. Mais ils ont allé encore plus loin. Ils ont utilisé l'image de chanteurs de ces chansons et ils ont écrit un email comme si c'était ce chanteur qui écrivait à une personne donnée. Donc, merci beaucoup, tu as écouté mon chanson, tu es top, etc. Donc, une façon de utiliser les données personnalisées dans la façon créative. Maintenant, on a beaucoup d'idées comment on peut personnaliser. Surtout, on voit toutes ces possibilités en termes de la personnalisation one-to-one. Mais le calcul très rapide nous dit, oui, mais si on veut envoyer 1 million d'emails personnalisés, il faut bien que quelqu'un crée les 1 million de contenus différents. Et évidemment, pour la plupart des marketeurs, ça veut dire énormément de temps à passer et énormément d'argent à dépenser. Et c'est ici où on va parler un peu plus de ce coût direct de campagne personnalisée. Ce coût direct, il est lié à la fois à temps et l'argent à passer pour création du contenu lui-même, donc de créer, de mettre quelque part 1 million de différentes images pour les différentes personnes, 1 million de différents textes pour 1 million de différentes personnes, et aussi le temps et l'argent à passer pour programmer les envois du bon contenu à une bonne personne et du testing de ces envois. Donc, on revient de mon constat de tout au début. Il ne suffit pas juste de faire bien la personnalisation, bien programmer les envois vers les bonnes personnes, mais il est aussi vraiment nécessaire de tester est-ce que finalement ça m'a apporté quelque chose, est-ce que j'ai dépensé cet argent pour avoir plus de chiffre d'affaires. Les exemples de comment on peut optimiser cette partie d'équation. Donc, comment on peut diminuer le coût direct de la personnalisation. Le premier exemple, sur le marché, on a tout un tas de outils de marketing automation qui nous permet justement de optimiser le temps passé sur la création du contenu et des programmations de campagnes personnalisées. Voici un exemple de créateur des emails facile qui permet d'épargner énormément de temps pour le marketeur qui puisse programmer les différents types de contenus dans le créateur lui-même en utilisant les différentes conditions d'affichage des différents éléments d'email. On peut très bien imaginer qu'avec une seule campagne email, on crée X différents types de contenus. Ce qui est très important, ce genre d'outils, il permet de créer ce contenu pour les marketeurs eux-mêmes. Donc, on n'est pas obligé de passer par le pôle IT qui font des algorithmes très poussés pour choisir qui finalement va recevoir quel type de contenu. Deuxième exemple, comment finalement on peut programmer ce dispatch de ces différents contenus. Voici un exemple de scénario automatique qui, en fonction des différents segments des personnes, envoie du bon contenu à un bon moment. Donc, ce type de scénario, ils sont créés une fois. Une fois ils sont activés, le contenu il est envoyé à une bonne personne sans intervention manuelle de marketeur. On peut très bien imaginer que ceci permet d'épargner énormément de temps sur ces envois. Et en plus de cela, on peut voir que, par exemple, sur ce scénario d'exemple, on peut directement voir les différents KPI principaux de ces envois. Donc, à la fois, on a programmé facilement les envois de campagnes personnalisées et on peut suivre en temps réel leurs performances. Je pense que j'ai fait un tour sur tous les sujets sur lesquels je voulais vous parler aujourd'hui. Je finis avec les 10 conseils que nous avons proposés avec Actito dans le livret blanc, que vous pouvez télécharger dans l'application, dans Handouts, c'est la section Handouts, ou sinon n'hésitez pas à nous contacter, on va vous
envoyer ça plus tard. Dans ce livre blanc, vous allez retrouver pas uniquement les sujets que j'ai abordés pendant ce webinaire, mais aussi d'autres conseils et d'autres astuces pour améliorer vos activités en termes de la personnalisation de vos campagnes. Donc, de ma part, c'est tout. Merci beaucoup à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit ou bien vous avez des use cases intéressants à partager avec les autres? N'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que déjà vous personnalisez vos campagnes ou vous pensez que ça prend trop du temps, c'est bien de dire, mais personne ne l'a fait finalement? J'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça déjà. Moi, j'attends encore quelques minutes. Si jamais quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Bah, s'il n'y a pas de questions, donc je vais encore vérifier. Ah si. Alors, auriez-vous des conseils sur les horaires d'envoi d'emailing en fonction de certains business? Alors, donc ça, c'est une question très intéressante parce que souvent, on voit différents articles sur les sujets qui disent il faut absolument envoyer, par exemple, à midi les emails pour les femmes. Et après, le lendemain, on reçoit toutes les emails exactement à midi. Évidemment, après, ça fait plus du sens parce que comme on a centaines d'emails à midi, évidemment, quand on lit pas tout ça. Donc non, il n'y a pas de recette vraiment magique pour toutes les business, pour les horaires donnés. Ce qui est intéressant à faire, c'est de tester les envois en continu sur un segment donné pendant quelques temps. Donc, on ne fait pas un envoi en one shot, mais on dispatche les envois sur toute la journée. Il y a des technologies qui permettent de faire ça. Et on observe où justement on a des taux d'ouverture qui sont plus élevés selon les segments. Par exemple, Actito, il propose une offre stand-up qui permet de envoyer les emails aux personnes qui quand en moment précis quand ils se connectent sur Internet. Donc, pour le moment, on est sous la phase des tests. Ça marche plutôt bien pour pas mal de clients. Donc, ça pourrait être une idée. Si vous n'avez pas un accès à cette technologie, vous pouvez toujours tester les envois en continu pour observer quand finalement vos clients ils ouvrent les emails ou pas. Mais il n'y a pas de règles pour toutes les business. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire quand quelqu'un le dit. Alors, un commentaire sur comment entrer en possession des données clients. Oui, c'est intéressant. Et effectivement, c'est comme j'ai dit, c'est une grande paradoxe, un grand enjeu. Comment on peut à la fois connaître nos clients et finalement envoyer les campagnes personnalisées sans être intrusif, sans finalement entrer sur les espaces personnels. Donc ça, effectivement, c'est une grande question. Je vous laisse juger par rapport à tous vos business, quelle est la bonne façon de faire. Ouais. Et comment collecter? Donc, soit il y a des façons directes, donc vous demandez tout simplement à vos clients de partager leurs données personnelles. Sinon, vous pouvez très bien aussi suivre leur comportement sur votre propre site web. Donc, regardez combien de temps ils passent, sur quel type de site, quels produits ils regardent, etc.
Donc, il y a tout un tas de possibilités de gagner cette donnée. Après, ne vous découragez pas si vous n'avez pas assez de données pour personnaliser. Il y a encore tout un tas d'idées intéressantes comment on peut collecter ces données dans les campagnes elles-mêmes. Donc, par exemple, cette campagne de site de mariage, c'est un très, très bon exemple. Comment on peut enrichir notre connaissance des clients avec les campagnes marketing elles-mêmes. Une autre question, comment obtenir les données de géolocalisation? Donc, il y a de différentes possibilités. Le plus simple, c'est les codes postaux de personnes, mais là, évidemment, on ne va pas avoir une information en temps réel où elle se trouve. Après, on peut exploiter les données GPS. Donc, il y a des différentes technologies qui permettent de faire cela. Après, il y a aussi une technologie oui, il y a aussi des boîtiers Wi-Fi où on peut détecter, par exemple, s'il y a une personne qui entre dans un magasin, s'il est connecté à Wi-Fi. Et il y a de différentes technologies qui permettent d'obtenir ces données. C'est relativement facile par rapport à d'autres données de personnalisation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je vous remercie. Si vous allez avoir des questions plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Actito, on est toujours là pour répondre à toutes vos questions et vous donner nos conseils. Merci beaucoup. Au revoir.